Bonjour, Monsieur Agbeome Kojo Gabriel. Vous êtes ancien Premier ministre, ancien ministre de la Sécurité publique, aujourd'hui président du parti politique OBU. Alors, l'actualité togolaise est enrichie depuis quelques semaines par des événements plus ou moins malheureux. La grève dans le secteur de l'éducation nationale depuis la rentrée académique 2016-2017, avec comme corollaire l'envahissement des élèves des rues. Dans certaines régions du pays, ces derniers jours, la fermeture des organes de presse et puis le soulèvement des conducteurs des taxis moto et auto contre la hausse de prix du carburant où un mort a été enregistré le 28 février dernier. Au regard de ces derniers événements, peut-on encore se rassurer de la paix et la stabilité qui caractérisent le Togo depuis 2006 dans les jours à venir? Oui, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Il y a toute une série d'événements malheureux qui ont secoué le Togo ces dernières semaines. Pour autant, nous ne pouvons pas affirmer que nous sommes en train d'abandonner la stabilité qui a été construite, du moins à partir de 2006, avec l'avènement du président Faure au pouvoir, pour du moins aller vers le désordre. Nous connaissons le prix du désordre, nous connaissons donc le prix de la violence. Nous sommes profondément attachés à la paix et à la reconstruction de notre pays. Selon vous, qu'est-ce qui se passe dans le secteur de l'éducation nationale au Togo? Je dirais les enseignants qui réclament de meilleures conditions de travail. Et les discussions n'ont pas vite abouti entre les enseignants, les syndicats des enseignants et le gouvernement. Alors ça a dégénéré. Mais je pense quand même que la dernière réunion qui a eu lieu, sous l'autorité du Premier ministre, a dégagé quelques pistes, puisqu'on s'achemine vers l'élaboration d'un statut particulier pour les enseignants. Je pense que nous avons tous intérêt à ce que le calme revienne dans nos milieux scolaires, parce que l'éducation doit être sacralisée, parce que c'est la matrice à partir de laquelle on transmet des idées, des valeurs à ceux qui auront la responsabilité de gouverner la nation demain. Et nous avons tous intérêt. C'est en cela que je lance un appel aux enseignants, aux parents d'élèves, parce que il appartient aux parents d'élèves d'encourager les enfants, de les encadrer pour qu'ils puissent aller à l'école, et également au gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour ramener le calme absolu dans les milieux de toute façon d'éducation nationale. Un statut particulier des enseignants seuls. Pressentirez-vous un malaise au niveau des autres agents de la fonction publique dans les jours à venir? Nous réclamons tous de toute façon une augmentation de salaire. Tous les agents de l'État réclament une augmentation de salaire parce qu'il y a un décalage entre le coût de la vie et le pouvoir d'achat. Il faut aussi dire que depuis la dévaluation du franc CFA, nous n'avons pas pu procéder à des aménagements salariaux liés au fait que nous étions sous suspension. Mais maintenant que la situation est normalisée, je pense qu'au-delà des enseignants, c'est une démarche globale que le gouvernement doit envisager, mais il doit l'envisager avec les résultats de sa gouvernance économique. Parce que si vous augmentez et que vous allez accumuler les arriérés de salaire après, ce n'est pas intéressant. Si vous augmentez et que on va tomber dans un régime inflationnaire, ça aussi ce n'est pas... Donc c'est toute une démarche, une réflexion, mais j'encourage vivement le gouvernement à prendre ce chemin-là pour doper la consommation et encourager également le développement des investissements. Un mort a été enregistré le 28 février dernier au cours du mouvement contre la hausse du prix du carburant. Quelle appréciation faites-vous de cette situation? Mon formation politique a profondément regretté ce qui s'est passé, surtout qu'il y a eu mort d'homme par balle réelle. Nous l'avons beaucoup regretté. Mais il faut aussi dire qu'il y a un malaise social lié à la crise économique internationale et lié également à la situation du Nigeria, notre voisin, qui, s'il se porte bien, en tout cas, a des conséquences, si vous voulez, sur les économies environnantes, notamment le Bénin, le Togo, le Niger, en tout cas tous les pays du monde de la sous-région. Donc, il y a un malaise lié, je dis bien, à la crise économique internationale et également à la situation économique difficile que traverse notre voisin. Ce qui fait que le pouvoir d'achat et le panier de la ménagère, de toute façon, sont un peu mis en mal, sont à la peine. On a augmenté le prix de l'essence au Togo en janvier. Et en février, sans aucune pédagogie,
sans aucune information et explication préalable, les gens apprennent donc sur les médias qu'on a encore augmenté. Et je pense quand même que c'est ça qui a mené de cette réaction. Mais d'après ce que j'ai appris, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour amener le calme. Et vous-même, vous devez constater que le calme est revenu. Nous souhaiterons du moins que des décisions qui convoquent le portefeuille donc, des citoyens, il faut que le citoyen en soit informé préalablement. Sinon, de toute façon, c'est comme un hold-up. Vous ne me prévenez pas. Si vous me prévenez que vous allez soustraire 1000 francs de ma poche, bon, et que je suis consentant, c'est plus facile que de venir attraper, du moins, comment je dirais, mon portefeuille et dire que vous allez... Voilà, je crois que c'est par rapport... Cette réaction, elle est humaine, elle est compréhensible. Et je pense que prochainement, le pouvoir ne ferait plus de ce qu'il a fait là. Voilà ce que je peux dire. C'est regrettable parce qu'il y a eu des dégâts, il y a eu un mort. Et vous savez, c'est un mort de trop. Et ce citoyen-là, on ne sait pas ce qu'il va, du moins, apporter à la nation demain. Le vide qu'il laisse dans sa famille par rapport à ses enfants, par rapport à sa femme, par rapport à sa famille. Tout cela, je crois que du moins, ce n'est pas une bonne chose. Je crois que nous avons quitté du moins, ces mauvaises pratiques-là pour aller vers des discussions, vers des dialogues. Et en tout cas, une situation plus apaisée que celle que nous avons connue dans le passé. Les questions des réformes constitutionnelles et institutionnelles restent toujours d'actualité au Togo. Que peut-on retenir ce jour de ces questions sur les réformes? S'agissant des problèmes liés donc aux réformes, vous l'avez dit, une commission a été mise en place. La commission a commencé de les consultations. Je pense que les travaux avancent. Mais ce que nous demandons à la commission, c'est de communiquer à des périodes déterminées l'évolution de leur travail donc à la population, afin que la population puisse suivre en tout cas le travail qui se fait et les perspectives qui vont s'ouvrir donc pour le pays. Maintenant, nous avons aussi, du moins dans le tuyau, les élections locales. Ces élections locales ont permis, si vous voulez, une réflexion au cours d'un atelier national qui a eu lieu le 6 décembre donc 2016 à l'hôtel Sarakawa et qui a dégagé du moins une feuille de route. Au terme donc de nos travaux, après s'être, comment je dirais, entouré donc des experts venus donc, de la sous-région et également des pays européens, nous nous sommes dit que ces élections peuvent intervenir au plus tôt 15 mois donc, après donc, le 6 décembre, ce qui nous amène donc, au mois de mars 2018 ou 18 mois donc, après du moins cet atelier. Donc je pense que le gouvernement s'active pour que du moins, ces élections du moins, puissent avoir lieu. Moi, je vous dis que les élections locales, ce n'est pas seulement de toute façon pour répondre à des besoins politiques, c'est aussi pour répondre à des besoins citoyens. Parce que ça permet de la décentralisation. Au jour d'aujourd'hui, l'individu du monde est au cœur de la société. Et cet individu-là demande beaucoup plus d'espace, de liberté. Donc forcément, en allant vers du monde, la décentralisation, on donne plus de moyens du monde aux collectivités locales décentralisées. Et dans ces collectivités locales décentralisées, l'individu joue un rôle éminent de tout le monde. Sa prise en charge et également le développement du monde de son milieu. Donc, je pense sincèrement que c'est une bonne chose et nous demandons, du moins, conformément à la feuille de route qui a été tracée, que le gouvernement puisse, en tout cas, hâter les pas pour que nous puissions, du moins, à cette échéance-là, pouvoir aller, du moins, à ces élections locales. Je crois que le chef de l'État s'y est engagé. Et je fais confiance à la parole qu'il a donnée. Les réformes se feront avant les élections présidentielles. Le chef de file de l'opposition n'est pas d'avis pour une nouvelle commission qui se penche sur la question de ces réformes. Comment trouvez-vous sa position? S'agissant de la position de Fabre, bon, c'est une position politique. C'est une position politique. Il exprime son attachement donc à l'APG et demande que tout ce qui a été fait là, d'oublier cela et d'aller vers l'APG. Mais moi, je dis que les réformes, du moins ce que nous réclamons, ces réformes sont institutionnelles. Créer un cadre qui du moins, inspire confiance, qui permet donc au jeu politique de se faire du moins à âme égale. Donc, au-delà donc, de ces réformes-là, je considère du moins qu'il y a d'autres réformes majeures également qu'il faut du moins envisager, parce que je pense pour l'élection présidentielle ou les différents mêmes scrutins, il faudrait du moins que les candidats partent sur les mêmes pieds.
Mais maintenant, si d'autres disposent de beaucoup de moyens et que d'autres n'en ont pas, je ne puisse pas imaginer qu'on puisse caractériser une telle scrutin d'équitable. Il y a eu des experts rwandais qui ont séjourné en février dernier au Togo sur invitation du Haut Commissariat pour la réconciliation et le renforcement de l'unité nationale. Quelle appréciation faites-vous de cette démarche de la présidente de H-Kroon d'inviter les experts rwandais au Togo? Oui, c'est une bonne chose. Le H-Kroon est à la recherche des bonnes pratiques. Des gens du monde qui ont connu des difficultés dans le passé et qui aujourd'hui se sont reconstruits et donnent de la prospérité, du bonheur à leur population. Je pense que la démarche donc, de H-Kroon, notamment demandant Awanana, est une démarche pertinente. Et les leçons que nous avons apprises des Rwandais, je pense quand même que c'est extrêmement important. Tout le monde sait aujourd'hui donc, que le Rwanda, c'est un pays modèle, un pays qui se développe. Et ce qu'ils nous ont dit, notamment donc, au niveau de l'armée, que la population doit faire confiance à l'armée, mais que la composition de l'armée également doit refléter, du moins, comment je dirais, la mosaïque d'ethnie, la mosaïque de région, du moins, qui compose notre nation. Je pense que si nous formalisons tout ce que nous avons reçu comme enseignement, comme conseil, je pense que du moins, mais la stabilité dont vous avez parlé ne fera que se renforcer dans l'intérêt des Togolais parce qu'un pays stable attire des investissements. Et un pays dans lequel on investit, ça crée du monde de la richesse, ça crée des emplois et les jeunes pourront donc aller exprimer leur talent, ce qu'ils savent faire pour faire réellement de ce pays un modèle sous-régional. Que pouvez-vous nous dire pour conclure cet entretien sur l'actualité au Togo? Beaucoup d'entre nous considèrent que l'horizon est bouché. Beaucoup d'entre nous considèrent qu'il y a une fatalité qui pèse sur le pays et qu'ils n'auront pas la chance de faire lever le soleil dans toutes les familles. Je dis à ceux qui doutent de l'avenir de reprendre confiance. Les choses vont évoluer. Nous y travaillons sérieusement. Nous devons tous nous faire confiance. Mais je sais que la confiance n'est pas un chèque en blanc. C'est pour cela que chacun doit faire l'effort nécessaire de montrer sa bonne volonté afin que nous puissions construire ensemble une société de paix, de justice, de progrès et de prospérité partagée. Merci, Président. C'est plutôt moi qui vous remercie.